Hélène Cixous, l'armoire de texte. Robe à voler. J'enfilais un avion. Mon avion est un modèle périmé. La carlingue étroite, resserrée à la ceinture et d'un bois blanc trop léger. Les couturières disent que ces appareils dépassés ne sont pas sûrs. Ainsi, celui-ci, rien n'assure qu'il tiendra jusqu'au bout. Mais alors me dis-je, pourquoi voler ? Un tailleur. Pourquoi ne serais-je pas beau ? J'ai déjà songé à cette possibilité. J'ai plusieurs fois tenté de passer la ligne des genres. J'hésite sur le sujet de ma propre constitution. Tantôt virant au masculin, tantôt versant au féminin, parfois dans la même nuit successivement. Parfois dans le même tailleur, glissante et désirant glisser, versante et désirant verser, au point d'intersection entre le noir et le vert que la nuit même produisait, distillait et surimposait à mes iris. J'étais vêtue de masculin par contamination ou par influence. Je reconnaissais sur moi des vêtements appartenant à mes amis. Mon manteau. Je reprends ce manteau mien, trop beau pour moi, d'ailleurs incongru par ce temps bleu de ciel. C'est un manteau de peau que je ne me connaissais pas. Une peau d'un animal que je ne connais pas, d'une finesse et d'une souplesse extraordinaires, claire, de tonalité orangée mate. Est-il à moi ? Je vérifie les poches pour m'en assurer. J'ai pu laisser quelque chose dans ces poches. Des lettres ? J'ai laissé quelque chose exprès pour le reconnaître. Je reprends mon manteau de peau. Il y a des lettres dans ces poches. Ma mère en short l'été. Elle apparaît entre les roseaux poussiéreux, en short. Et c'est une gloire. L'image du monde a ses couleurs. Le short est en coton cloqué, rayé jaune et brun. Le sac à dos est beige. L'omelette roulée aux pommes de terre. Tout jaune et brun. Le sourire tranquille reste longtemps sur les lèvres. Et les yeux bruns sont jaunes. Je ne cours même pas pour mieux la regarder à genoux éclore. Maman, tu es belle. Je dis cette phrase, elle est restée. La phrase, l'était-elle belle ? Je voulais dire Dieu. Ou bien, je suis. Je voulais dire une phrase. Tu es une phrase en short, maman. Tout cela se passe ailleurs, en short. Une poussière d'or entre les roseaux, et je retournerai à la poussière, d'où émanait lentement le sourire. Ma mère promise approche, l'éphémère, une aura de disparition, le short, couleur omelette aux pommes de terre. Short, comme c'est court et fort le goût des minutes dans la bouche, la vie comptée, la nette intensité de l'instant singulier. Chaque petit carré de tissu sussauté, je décompose le monde et ma mère en millions de brins jaunes. Je ramasse, je collectionne, j'épingle. La robe de Gravida. La robe que la Gravida portait le jour de l'éruption du Vésuve la couvrait jusqu'aux chevilles. Mais le grand nombre de plis qui l'étoffaient au-dessous de la ceinture donnait à ce qui aurait pu être une gaine épaisse entravant sa marche, une extraordinaire souplesse.
Elle était chaussée de sandales. L'élasticité de son pas était due aussi à une exigence des dalles, qui sont assez larges et assez espacées dans ces villes, si bien que cela donne aux enfants l'habitude et le goût d'une démarche bondissante. Sous l'ampleur plissée de sa jupe, la jeune fille pliait gaiement le jarret, pouvait jouir de sentir les muscles se tendre pour rêver une course qu'elle ne ferait plus maintenant en plein soleil, mais à laquelle on la surprendrait aux solitudes de l'aube. Les plis de sa robe faisaient une phrase. Ce qu'il y avait d'excessif et de beau dans la position du deuxième pied, qu'elle tendait presque à la verticale des orteils au talon. Il y avait en elle quelque chose de divin et d'incessant qui n'était pas courant, qui ne courait pas, qui gardait l'immobilité divine. Cette façon que nous avons de mimer l'élévation, l'envol, ne trompe pas. Ceux qui la pratiquent savent à la verticalité du pied vers où, vers quel heureux espace de puissance vous êtes tendu. Le tailleur se sentait absorbé par cette figure poreuse en laquelle il se surprenait à vouloir pénétrer comme pour chercher dans une profondeur inexistante le mystère de sa surface. Cette porosité même qui n'ouvrait sur aucun organe le fascinait par sa contradiction substantielle. Elle était ouverte, mais rien ne rentrait. L'immobilité de l'existence qui le rassurait, l'apaisait, l'attirait et enfin l'avalait doucement était mise en défaut par la verticalité du pied droit. Qui marche sans bouger? Qui s'élève sans retomber? Il y avait en elle quelque chose de l'humanité courante, qui aurait été ordinaire et négligeable si le pied droit avait suivi le pied gauche et posé la plante et le talon sur le sol. Mais parce que le pied droit s'élevait à jamais, il y avait en elle quelque chose de divin et d'incessant, qui n'était pas courant, qui ne courait pas, qui gardait l'immobilité divine. La robe tableau. La robe tableau est debout. Elle a une grande taille, peut-être 3 mètres. Le tissu y est d'or pourpré. Elle représente l'entrée d'une immortelle demeure. Mais comment faire pour y aller? Il me faut grimper sur le corsage comme une mouche sur un vaste miroir. Je n'ose pas. Une marche au parement d'or froid se lève et me fait signe. Il ne faut pas se laisser prendre à l'apparence de surface. Fais comme si c'était une maison. Entre, sans faire attention aux lacets, et prends l'escalier dans le corsage. Et, en effet, je passais de l'autre côté, dans notre antiquité. Les premiers temps étaient là, toujours encore joyeux, se moquant de mes craintes. Ils n'avaient pas du tout changé. Brodés d'anciennes divinités assises parmi la rocaille, brodés de chèvres enfantines, dévalent les collines de coussins. Tout le monde avec des ailes ou en peau, descendant les marches fleuries. C'est encore le désordre. Le courant est irrésistible. L'air léger du pays natal, les cerises et les raisins translucides. Cela fleurait le paradis en train de se former. Partout dans les jardins grimpent les troupeaux d'enfants qui broutent gais. S'il y a une maison, elle est encore toute décousue. C'est un tableau, cette robe, que le rêve a mis debout devant nous. Peut-être s'agit-il seulement de la fiancée juive. Ma robe, boîte d'allumettes. Voici la robe boîte d'allumettes que je ne quitte jamais. Elle a cette forme-ci et cette dimension-ci. Si, sur le marché, je mettais ma boîte d'allumettes, mais cela n'arrivera pas, toutes les valeurs qui gouvernent les États et les guerres seraient abaissées jusqu'au néant. Ma robe boîte est inestimable. Mon amour me l'a donnée quand nous avions une 10aine d'années.
Mais depuis, la valeur de ma boîte d'allumettes a augmenté à merveille. Elle remonte à notre antiquité. Je ne la vois jamais sans réverbération. Les robes n'ont de valeur que donnée. Le reste est foutaise. L'économie, foutaise. Rien de plus réel, rien de plus sacré que ma robe donnée. Ma robe boîte a échappé au raisonnement. Rien ne pourra jamais mesurer sa puissance. Son apparence est pleine de souffle de vie. Cette robe est une date, une maison, un radeau. Elle a tout vu, tout survécu. Elle assure la circulation du sang. Ô sainte robe d'allumettes, elle contient l'ombre de mon cœur, elle contient l'esprit de mon cœur. Ceci est la robe qui nous convient, ô parfaite pauvreté, très juste vase portatif. Blouse. J'avais bien du mal à me vêtir tant il était nécessaire d'être nue. Il y avait une blouse à une certaine distance de mon corps. Il était impossible de fermer le col. Les plis de la blouse flottaient, enflaient, se dispersaient autour de l'échancrure. Impossible de froncer l'encolure. Je ne trouvais aucun cordon nulle part. Les plis fuyaient, la fièvre montait. Je transpirais d'angoisse symbolique. En secret, je me réjouissais de la résistance du tissu. Je m'émerveillais ou m'effrayais de rencontrer les forces obscures et la rouerie de l'immortalité. Je me tordais le cou. Le tissu à la dérobade brodé houleux, à peine tenu aux épaules magnétiques. C'était une blouse traditionnelle tissée de ces voiles transparents, infroissables, toujours froissés, comme par les mains pressantes. À mon fantôme près, sur quelle peau de pergame. Sur les voiles de la blouse dansaient les milliers de signes blancs tracés à l'aiguille, colorés, précis, pressés en écho, en reprise, sans qu'à l'œil leur minutieuse syntaxe parvienne à faire jour, tant le blanc sec, écorché, froissé, frémissant, déchire de son éclat sa propre texture. La seule vue de ce lin blanc, même cassé, clignotant, m'enfiévrait. Impossible de fermer la blouse, moite, mes doigts cherchant les cordons enfilés à l'encolure nerveux. Je pouvais m'agiter, aucun cordon nulle part. Y en avait-il jamais eu? C'était peut-être une blouse ancienne sans cordon, qui, parce qu'elle était sans cordon, me donnait tout ce fil à retordre, parce que j'attendais, mémoire que je suis, ce qui n'avait pas lieu d'être. Un peu endormi, encore au lit, j'avais enfilé la blouse sans sortir du lit, par besoin, les doigts un peu endormis, un peu tremblants, humides mais sûrs, et tremblants d'excitation ou de fièvre, et comme de joie, parce qu'il me semblait évident que ce geste dépendait le suivant, et du suivant la suite, et de la suite ma vie entière jusqu'à sa façon de mourir, et ce que je sais par la mémoire des doigts. D'une robe en soie rose, en soie accrochée très très haut dans une armoire rêvée, et dans une armoire de rêve, une robe en crêpe de Chine incolore, ou presque, chair et peau coupée par amour, accrochée longtemps, impalpable, et le tissu mûri. Je me souviens de la robe en crêpe de Chine sur mesure, et je voudrais encore aujourd'hui la mettre demain. Si seulement je l'avais mise, le mariage n'aurait